Bonjour tout le monde. Est-ce que vous sentez le besoin de faire une petite pause active pour cette minute supplémentaire? Vous levez, faire quelques tours sur vous-même, vous étirez. Là, les intercostaux, là, on est tous en position banane, là. On peut s'étirer. Libre à vous, si vous voulez pas, vous pouvez rester assis. On va profiter de cette petite minute-là pour peut-être enlever les barres. Est-ce qu'on est capable, Tommy, pendant la pause active, d'enlever les barres qui sont à l'écran? Tommy, laisse-moi faire. Tommy, on a un expert à l'arrière. Ah, ça fait du bien. Vous pouvez vous rasseoir. Vous n'êtes pas obligé de remettre vos souliers tout de suite. Moi, je suis à la fin, donc je cumule toutes les bonnes pratiques qui ont été soumises depuis le début. Donc, nu-pieds. Je soutiens aussi l'enrichissement du développement par la nature, le plein air. Et le plein air, c'est dès qu'on sort à l'extérieur, hein. On n'a pas besoin d'être dans un milieu sauvage avec un canot et à être à 4 heures de la civilisation. Donc, euh, je viens aussi de la région. Donc, je viens de Lebel-sur-Quivillon, qui est une petite ville qui est dans le sud de la baie James. Donc, je suis entourée. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans dans une magnifique nature accessible. Et là, je reste depuis l'âge de 17 ans à Montréal. Donc, vous comprendrez que je suis dans les deux extrêmes et ça teinte ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Aussi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est teinté de ma fille qui a un défi au niveau de son développement moteur. Donc, moi, j'ai fait toutes mes études dans la compréhension de. J'ai essayé d'approfondir comment se développe le circuit du cerveau pour essayer de passer par l'activité physique et des méthodes adaptées pour essayer de solliciter pendant les périodes sensibles au développement, donc dans les périodes dans lesquelles le cerveau il est le plus apte, il a une plus grande plasticité pour se développer. Euh, donc, j'ai fait ça pendant mon parcours et sur le terrain, je voyais que une fois que j'étais en recherche, ben, les enfants ne retournaient pas nécessairement en activité physique. Ça fonctionnait bien sur place dans l'activité physique qu'on faisait organiser dans le cadre d'un projet de recherche. Ça fonctionnait, les enfants s'amélioraient, mais à la suite de nos interventions, les enfants se retiraient encore. Et actuellement, on a un gros défi. Le dernier bulletin de participation vient de sortir et on a encore les mêmes statistiques des plus. Donc, il y a seulement 39 des enfants qui vont faire les pratiques qui vont pratiquer assez d'activités physiques, qui vont respecter les recommandations canadiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'écosystème pour soutenir la pratique des enfants, quelle qu'elle soit? Donc, je vous présente l'approche qui est issue de 7 ans de recherche dans mon laboratoire, qui est 10 activations. Donc, 10, ça veut dire 10 fonctions. Donc, toutes les troubles des 10, une dyspraxie qui est un défi au niveau du mouvement, dysorthographie qui est un défi au niveau de l'apprentissage de l'orthographe, dyscalculie qui est au niveau de l'écriture, etc. Donc, il y a toute une constellation de troubles des 10 qui sont maintenant là, dans les nouvelles catégorisations médicales qui portent des noms un petit peu plus les terminologies ont changé. Mais toujours est-il que l'enfant, quand il participe à l'activité physique, il ne se sent pas compétent et il s'auto-retire. Ensuite, activation. Donc, on veut essayer d'activer les jeunes qui ont tendance à se retirer. Et pour ça, c'est une approche. Donc, ce n'est pas un programme que je prends et que je dois appliquer. C'est une approche pour soutenir les intervenants, les parents, pour soutenir l'engagement des jeunes dans l'activité et qui se sentent compétents, puisque, comme on a vu, c'est critique le sentiment de compétence pour participer dans les différents environnements de l'écosystème dans lequel l'enfant participe. Donc, on va voir la littératie physique aussi. On va voir toutes les approches du développement moteur qui nous ont été parlées par Suzanne et aussi l'enrichissement de la nature qui nous a été proposé par la garderie. Il faut que je pointe. Est-ce qu'on a désactivé le. Ici? L'âne d'acier, peut-être? Ça Pour devrait fonctionner. Ça devrait. Oui, effectivement, ça devrait fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que. On va y aller à la mitaine? Ouais, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, c'est revenu.
Donc, désactivation, je présente un peu l'écosystème dans lequel l'enfant là, va être appelé à bouger. Donc, il y a tous les parcs des écoquartiers. Il y a souvent, les enfants vont dans les modules de jeu. Les parents se disent hey, je vais aller faire bouger mon enfant, on va aller au module de jeu. Mais souvent, les enfants qui ont des défis vont rester dans la balançoire ou dans le terrain de sable. Ils n'auront pas nécessairement participé avec les enfants dans les modules de jeu. Donc, ils ne sont pas nécessairement actifs, ils sont plus en mode spectateur. Ensuite, il y a dans les camps de jour très ludiques, des approches super intéressantes, beaucoup d'appartenance, mais des fois, c'est des jeux qui sont très, très, très structurés et les enfants vont avoir tendance à se retirer. Dans les activités sportives aussi, il y a plein de bons développements au niveau des habiletés motrices, mais des fois, quand les jeux sont très structurés, les enfants vont avoir tendance aussi à se retirer ou à pas nécessairement avoir le goût de participer parce qu'ils sont, souvent les contextes de jeu sont stigmatisants, c'est-à-dire qu'on va être capable d'observer ceux qui sont les plus faibles. Donc, ensuite, il y a les différents environnements qui sont alentour des CPE, alentour des écoles, les cours d'école. Donc, encore une fois, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas nécessairement tous les enfants qui vont s'inclure dans les différentes activités. Donc, comme mentionnait Suzanne à la fin de sa conférence, le jeu, c'est quoi? Ben, actuellement, ce qu'on voit là, dans la littérature, il y a le jeu libre ou le jeu organisé structuré. Donc, c'est quoi la définition? L'enfant choisit ou l'adulte choisit. Donc, à force d'observer des enfants dans les contextes de jeu, parce que moi, je suis toujours sur le terrain avec mes étudiants, je fais beaucoup parler les enfants, je fais des entretiens avec les enfants athlètes, des enfants typiques et des enfants avec différents défis. On a développé cette approche-là. Donc, à la base, si on regarde le jeu libre, donc ici, on a une cour d'école, une cour de CPE, pardon, avec des enfants de 4 ans. On les a observés se déplacer dans leur environnement typique. Donc, on peut voir, ils sont dehors, à l'extérieur. Et on voit un peu des espèces de patterns, là, comme des animaux dans une cage. Hein. C'est beaucoup de mouvements aller-retour dans une même axe. Et les points, comme les points ici, là, ça représente les interactions sociales. Donc, les enfants ont arrêté de bouger, mais ils étaient en discussion avec d'autres amis. Et l'équipe des Ringtons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé une cour d'école, une cour de CPE, pardon, euh, dans laquelle ils ont appliqué le principe des 7C. Et là, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais à la fin de la conférence, Véronique va vous expliquer comment faire pour accéder à toute l'information, les documents. J'ai beaucoup de documents open source, des vidéos, des revues de littérature, etc. Donc, vous allez pouvoir aller chercher toute l'information, la télécharger, la partager, etc. Donc, restez à la fin pour savoir comment accéder à toutes les informations. Donc, je reviens à l'équipe d'Erington qui a appliqué les principes des 7C. Donc, ils ont amélioré le côté nature, ils ont permis des connexions entre les différents espaces, etc. Puis, on peut voir les mêmes enfants, mais pas tout de suite quand ça a été changé, parce que là, il y a l'effet de la nouveauté. C'est sûr, les enfants sont plus excités de bouger. Donc, ils ont attendu un mois et cette équipe de chercheurs-là ont refait exactement le même protocole qu'ici, dans un deuxième temps. Et là, on peut voir à quel point l'exploration du milieu est supérieure, l'intensité est supérieure et il y a beaucoup plus d'interactions entre les enfants. Donc, les petits points rouges, il y a beaucoup plus de petits points rouges à travers la cour du CPE. Donc, ce que aussi un entretien avec les éducateurs et éducatrices a démontré, c'est que les enfants étaient plus autonomes, il y avait moins de problèmes de comportement à gérer et aussi, il y avait plus d'autonomie. Les enfants avaient plus d'autonomie, ils avaient moins besoin d'aide, ils avaient moins besoin de s'en faire inspirer pour des jeux, etc. Donc, on peut voir ici que dans un même contexte de jeu libre, l'aménagement a influencé la participation et les interactions des enfants et également leur comportement. Donc, on peut se poser la question, le jeu libre, est-ce qu'il est vraiment libre? Et là, je me suis dit, allons-y dans les différents contextes. Évidemment, je ne vous présente pas tout le détail là, des recherches, mais je vous présente ce qu'on a fait en rafale. Donc, on avait toujours un contexte accessoire structuré et un autre contexte accessoire non structuré. Et ces activités-là, on les a fait chez des enfants entre l'âge de 3 et 12 ans à travers les différentes régions du Québec.
Et on a fait des observations, on a mis des montres, etc. Et la grille d'observation, c'est le SOCAR pour ceux qui seraient intéressés. On l'a fait à l'intérieur, dans un grand gymnase, dans un camp de jour, où est-ce qu'on avait des experts en sport. C'est un camp sportif spécialisé. Donc, on s'est dit, c'est sûr que là, les enfants en jeu libre, on leur donne toutes les possibilités pour faire le sport de leur choix. C'est sûr qu'ils vont participer. Initialement, c'était ma condition contrôle, pour ensuite aller voir les enfants qui ont des défis. Finalement, j'ai été surprise de voir que même nos athlètes, ceux qui ont un grand intérêt sportif, contrairement à ceux qui sont dans un contexte culturel, donc beaucoup plus des créatifs, des gens qui aiment le bricolage, l'art, etc., même avec ça, les mêmes résultats se maintiennent. Je vous les explique après. Donc, on a fait ça à l'intérieur dans un gymnase. On a fait ça aussi à l'intérieur dans un aréna, dans un gymnase. Donc ici, les enfants avaient accès à la salle où est-ce qu'il y avait tous les accessoires sportifs. Ils pouvaient choisir les accessoires de leur choix, ou il y avait un coin où est-ce qu'il y avait des accessoires non structurés. Donc, je vous présente, encore une fois, on a comparé les deux contextes. Donc, on peut voir un peu ici là, les enfants qui ne participaient pas du tout dans le contexte structuré, à quel point ils ont fait des structures complexes. Là, je ne présente pas ça prend les droits des parents là, pour la diffusion, donc je n'ai pas juste des tout petits dans mes exemples, mais ça se reflète là, à travers les différents groupes d'âge qu'on a vus. Ensuite, on s'est dit, c'est sûr, la littérature démontre fortement les bienfaits du plein air, l'enrichissement moteur par le plein air, mais aussi l'augmentation de la participation et de l'inclusion par le plein air. Donc, on s'est dit, allons-y, comparons un milieu structuré avec une structure de jeu, comparativement à un même aire carré, même aire de déplacement, mais avec juste des éléments non structurés. Donc, systématiquement, ici, tout le monde du préscolaire aller à la 6e année jouait à la tag dans les modules de jeu. Personne n'a fait d'autres jeux. Tandis que quand on regarde les milieux structurés, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. J'ai toujours un petit groupe d'ingénieurs, un groupe qui va refaire des activités sportives, d'autres groupes qui vont être plus créatifs, qui vont faire des structures. Donc là, on a eu un petit bug tantôt, je pense que c'est la même avec les photos plus grosses, donc je vais vous les représenter. Ici, on a une activité avec, comme ça, c'est eux, il y avait les jours rouges, là. Hein. Au début, ils lançaient sur une clôture, là, ils ont créé une activité, ils ont pris une boîte très solide là, qui supporte les briques. Ils ont mis une branche pour le tenir dans la grille et c'est devenu leur cible. Ils autogéraient le risque. Attention, ici, on lance fort. Donc, les jeunes les évitaient. Il y a d'autres jeunes qui ont participé avec eux à leurs activités. Ici, on a une super belle, ça c'est nos petites prématernelles. Regardez à quel point ils ont structuré un jeu organisé, ordre croissant, décroissant. On parlait tantôt de comment la nature peut améliorer le développement cognitif, les stratégies, toutes les lois de la physique, etc. Explorer un paquet de concepts qui vont leur servir dans leur futur et à l'école. Ici, j'ai toujours un groupe d'ingénieurs aussi. Donc, ils vont concevoir des choses assez spectaculaires pour jouer. Et là, si les accessoires sont loin, sont dans un plan plus incliné, décliné, des surfaces irrégulières, on va vraiment aller enrichir la stimulation cardiovasculaire, l'intensité, la coopération pour trouver des stratégies pour transporter les différents accessoires. Donc, on peut aller chercher vraiment des hautes intensités cardiovasculaires si c'est notre objectif. Et ça, c'est un groupe de prématernelle. Regardez, moi, j'étais assez impressionnée là, à la maternelle, comment ils peuvent faire une activité aussi structurée. C'est un carré dans un quart de carré avec des petits carrés avec leurs petits copeaux. Eux, ils ont joué, là, ils se sont créés ça eux-mêmes, mais ils ont déjà comme des bases de principes en mathématiques, juste en jouant comme ça, en cartographiant l'espace. Bien, il y a des chances que là, on s'en va vers là dans nos recherches, il y a des chances que ces jeunes-là puissent être meilleurs dans les habiletés, comme au niveau des plans cartésiens, par exemple, plus tard. Donc, en gros, à travers toutes ces activités-là, dans les contextes structurés versus les contextes non structurés qui ont été passés d'ordre aléatoire pour pas que l'effet de la fatigue puisse expliquer nos résultats. Donc, la moitié des groupes commençaient dans un contexte et l'autre moitié des groupes commençaient dans un autre contexte.
Donc, on peut voir que les jeunes sont significativement plus sédentaires, vont jouer plus seuls, il y a moins d'interactions sociales, puis il y a beaucoup plus de conflits physiques et verbaux. Particulièrement dans les structures de jeu, on était dans une école on a fait ça dans différents contextes, mais un moment que je me rappelle qui m'a vraiment marqué, c'est que ces jeunes-là, dans un milieu vulnérable, dans une école, les jeunes les TES ont été obligés de sortir pour gérer les crises des enfants quand ils étaient dans les modules de jeu. Quand ils étaient dans le contexte de jeu libre, qu'ils avaient déjà exploré avant, il n'y avait aucun problème, tout s'autogérait, même ils devenaient des leaders parce qu'ils inventaient des jeux intéressants, puis les autres les suivaient. Donc, il y a vraiment un effet très, très, très important et intéressant. Quand on compare dans les jeux non structurés, ben, les jeux, il y avait beaucoup plus de jeux symboliques, des interactions physiques positives, beaucoup plus actifs, puis étaient en engagement longtemps. Tandis que, par exemple, quand on joue à la table, ben, c'était un, deux enfants qui étaient engagés, mais les autres, là, la majorité étaient couchés, attendaient que le temps passe. Donc, c'était assez. Quand on prend le temps d'observer les jeunes, pas juste les jeunes qui ont des défis de comportement ou qui ont tendance à fuguer, qui attirent beaucoup l'attention des surveillants, si on est en posture, pas de surveillant, mais en posture d'observateur, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont ressortir et qui vont vous aider à mieux connaître vos petits cocos et faire des suggestions beaucoup plus appropriées pour faciliter leur intégration. Et tout ça, c'est exacerbé chez les jeunes qui ont des difficultés motrices. Donc, c'est quoi? C'est qui? Donc, les difficultés motrices, en fait, sans rentrer dans toutes les caractéristiques cliniques, médicales, etc., ces jeunes-là vont chuter fréquemment. Tu sais, l'expression s'enfarger dans un cheveu, ces jeunes-là, on voit souvent ça. Ils vont avoir de la difficulté dans des tâches de précision. Ils vont manquer souvent la cible. Ils vont avoir un maniement d'objets difficile. Et ce qu'ils ont en commun aussi, autre que chuter souvent, c'est de la lenteur dans les actions. Donc, les autres, certains vont être plus habiles au niveau de la motricité globale qui implique les grands segments, les grandes actions comme des lancers, des bottées. D'autres, ça va être plus difficile dans des tâches de motricité fine, mais souvent, ce qu'ils ont en commun, c'est des défis au niveau de l'équilibre et des lenteurs d'action. Donc, tout ça, conséquemment, crée une grande difficulté à s'adapter et à participer aux activités, d'où l'importance de développer les compétences motrices pour les aider à s'intégrer, le principe de la littératie qu'on parlait préalablement, mais aussi la confiance. Parce que si les jeunes n'ont pas confiance en leurs compétences, c'est l'élément critique qui fait qu'ils ne participeront pas. S'ils ne participent pas, ils ne se développent pas. Et là, on tombe dans une spirale du désengagement moteur puisqu'ils deviennent plus fatigués plus rapidement, ils ont moins d'énergie, ils ont moins d'endurance cardiovasculaire. Donc, ultimement, ils se retirent davantage et là, la spirale commence. Ils se développent moins parce qu'ils participent moins, etc. Donc, comment on peut freiner cette spirale-là du désengagement et augmenter la participation? C'est en essayant de soutenir la perception des compétences qui va soutenir la participation qui va permettre de développer les compétences motrices et ultimement la confiance et là, explorer davantage et se développer davantage. Donc, comment on fait ça? C'est ça, l'approche désactivation. Donc, avant tout, c'est qui? C'est qui les enfants à risque d'avoir des faibles capacités motrices? On a les enfants prématurés, issus de milieux vulnérables, troubles d'apprentissage, troubles développementaux de la coordination, qui est la dyspraxie, que je vous parlais tantôt. Ensuite, syndrome d'alcoolisme fœtal. Donc, ce qui est en jaune, c'est des troubles neurologiques. En bleu, il peut avoir des traumatismes, comme un accident d'auto, un traumatisme crânien ou des bébés secoués. Ensuite, il y a le côté comportemental. C'est sûr que l'enfant, s'il n'a jamais essayé de faire du vélo, ce n'est pas qu'il y a un trouble moteur ou des difficultés motrices, c'est qu'il n'y a pas d'expérience. On n'est pas avec la capacité de faire du vélo, par exemple. Donc, les enfants qui sont sédentaires, qui ont peu d'expérience, peuvent avoir un petit délai. Donc, ils vont avoir des difficultés motrices, mais si on leur propose des contextes appropriés dans lesquels ils vont pouvoir bouger, ils vont développer leur motricité et rattraper le petit retard qu'ils ont eu par une sous-stimulation. Même chose pour le temps écran. Si on passe beaucoup de temps sur l'écran, les télévisions, évidemment, je passe moins de temps à bouger, je passe moins de temps à me développer et ça cause aussi d'autres défis qui, dans les prochaines conférences, je pense, les prochains colloques, que vous allez aborder ces sujets-là. Et aussi la surprotection. On parlait de l'importance du jeu risqué.
Si les parents, pour reprendre l'expression, ils mettent leur enfant dans les papiers bulles, puis attention, attention, oh, toboggan, on ne peut pas y aller à l'envers, c'est trop dangereux. Donc, l'enfant, il a peu d'expérience, puis devient anxieux à bouger. Il perd tout son petit côté téméraire, explorateur, et là, ben, il va avoir tendance à se retirer des activités. Donc, c'est tous ces enfants-là qui sont à risque parce que tant qu'on n'a pas 5, 6 ans, on ne peut pas avoir de diagnostic vraiment parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer. Puis il y en a qui ont juste un développement moteur tardif. Puis c'est normal d'avoir aussi, là, il y a une certaine normalité dans les retards, même si c'est un petit peu plus difficile pour lui. Il faut juste le laisser s'adapter, se pratiquer et avoir du temps pour le faire. Donc, je vous un petit rappel, c'est quoi les difficultés motrices? On va avoir des difficultés dans posture équilibre, motricité fine qui va altérer, par exemple, la manipulation d'objets, motricité globale, comme on parlait tantôt, galoper, gambader, et la démonstration qu'on a eue, l'excellente démonstration à l'avant. Et finalement, il y a aussi la motricité oculaire. Donc, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, nos yeux sont supposés d'être coordonnés et suivre les éléments d'importance, comme par exemple la trajectoire d'un ballon. Mais il y a des enfants qui ont des défis au niveau de la coordination de leurs deux yeux, qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables nécessairement de suivre la trajectoire d'un ballon. Donc, eux vont avoir de la difficulté aussi à bouger en raison de leur difficulté à capter les informations dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes-là? On a développé, en fait, une approche, c'est un nouveau gradient de jeu. Le jeu libre, le jeu structuré que je vous parlais tantôt. Donc là, il y a le jeu aussi qui est semi-structuré ou initié par l'enfant dans différents contextes. Donc, qu'est-ce qui va structurer le jeu de l'enfant? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur quand on est pris dans un contexte comme à Montréal pour essayer d'amener tous les bienfaits de la nature à l'intérieur ou à l'extérieur dans mon petit environnement? Donc, en ayant des contextes de jeu, le terrain de jeu, l'enfant choisit, on est vraiment en jeu libre, mais s'il choisit, plus je m'en vais vers là, plus ça va être structuré, moins je vais avoir tendance à participer longtemps et plus je vais avoir tendance à me retirer si j'ai des troubles. Donc, prenons juste une cour verte avec différents éléments de la nature versus une cour grise. Bien, c'est démontré que la cour grise, les enfants vont être moins en engagement moteur que la cour verte. Ensuite, si je le structure par un environnement de jeu, par exemple ici, un ballon chasseur, c'est sûr que là, l'enfant, ses possibilités peuvent être limitées s'il n'y a pas une créativité. Ce pas tous les enfants qui ont une grande créativité. Il faut les accompagner à développer cette créativité-là, surtout si on est dans un contexte très urbain où l'enfant va peu dans les aires verts, disons, et qu'ils sont beaucoup à exposer aux écrans. Ben, c'est pas inné la créativité. Il faut aussi, comme la motricité, l'explorer pour être pour avoir cette expertise-là. Donc, on peut les accompagner pour développer cette expertise-là. Ensuite, un jeu de marelle. Une fois que tu as fait le jeu de marelle, il faut être très créatif pour développer d'autres activités avec un jeu de marelle. Par contre, si chaque petit carré peut être modulable, peut se déplacer, je peux recréer un jeu de marelle. Je peux bouger différemment sur mon jeu de marelle. Donc, le fait que ça soit modulable, ça soit déplaçable, ça peut être un élément qui favorise et qui le mettrait plus près du jeu libre que du jeu structuré. Et ensuite, des contextes de jeu, des terrains de jeu là, vraiment très sportifs. Ici, on pourrait, par exemple, inventer des jeux sur le tracé, mais quand je suis vraiment dans un contexte sportif, avec la ligne au milieu, le jeu du drapeau, par exemple, là, c'est très, 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 très structuré. Donc, on essaie d'aller le moins possible vers l'extrême, puis à essayer d'avoir le plus tendance à aller dans le jeu libre. Par contre, en tant qu'intervenant, kinésiologue, éducateur, animateur, ben, ça se peut que j'ai des objectifs pédagogiques, que j'ai des objectifs athlétiques. Donc, il y a moyen de faire des activités dans des contextes pour déstructurer et avoir le plus possible les bénéfices du jeu libre sans être juste en mode jeu libre. On est dans un contexte, faites ce que vous voulez. C'est souvent ça que les gens pensent par jeu libre, mais c'est pas ça. On peut avoir une posture semi-structurée. Donc, on a les bienfaits du jeu libre, mais on a, par exemple, on a un objectif commun.
Et ça, je vous en parle, je vous donne des exemples concrets un petit peu plus tard. Donc, le nouveau paradigme du gradient de jeu par désactivation, jeu libre, jeu semi-structuré, jeu organisé par le terrain de jeu. Deuxième élément qui va structurer le jeu, même si je suis en contexte complètement de jeu libre, c'est les accessoires. Donc, si j'ai complètement des accessoires naturels, comme on a vu dans la deuxième conférence, des cordes, des tuyaux, des bouteilles, des boîtes de carton, etc., des éléments du recyclage qui ne font pas référence à un sport, je suis vraiment dans un contexte de jeu libre. Dans les environnements de jeu, les modules de jeu, au lieu d'avoir un module de jeu qui est très structuré, c'est-à-dire que avec l'échelle, je monte et je descends. Avec le toboggan, je glisse. Et si j'ai des animateurs un peu funky qui me laissent monter dessus, oh, là, j'ai un petit défi supplémentaire, mais souvent, ce n'est pas possible de monter le toboggan. Donc, vous voyez la monkey bar. Monkey bar, ceux qui sont super athlétiques vont le faire. Ils vont le faire une fois ou deux. Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec le monkey bar? Pas grand-chose. Donc, on peut être très créatif, nous, en tant qu'adultes, mais les enfants, c'est assez limité qu'est-ce qu'ils peuvent faire, surtout s'ils n'ont pas de corde, ils n'ont pas d'accessoires pour créer d'autres jeux dans cet environnement-là. Donc, si on compare le jeu très structuré ici d'un module de jeu comparativement à des modules de jeu, mais qui, un même module peut permettre de faire différentes tâches et peut permettre à l'enfant de créer ici. Ça peut devenir une cachette d'espion, ça peut devenir un pont d'escalade, ça peut devenir un poste de police, ça peut devenir un endroit à l'ombre où est-ce que je lis un livre, ça peut devenir plein de choses. La structure ne dicte pas le mouvement à faire. Donc, si je me sens incompétent, là, c'est complètement annulé mon sentiment d'incompétence parce que je ne suis pas obligée de faire ce que je perçois que je ne suis pas capable de faire avec le monkey bar, par exemple. Ensuite, donc, vous comprenez le principe. Puis, qu'est-ce qui est très, très, très structuré? Bien, c'est les machines avec nos jeunes athlètes, là, souvent les enfants là, de 7-8 ans, quand on les emmène dans un gym, c'est très, très, très structuré. Il y a moyen de pouvoir faire de la préparation physique, éviter la spécialisation précoce par ce gradient-là aussi. Et finalement, là, on a l'adulte, la posture de l'adulte. Donc, il y a eu plein de bons exemples depuis le début. On peut juste être là pour assurer, encourager, sécuriser, mais c'est l'enfant qui initie les jeux puis développe les jeux. Ensuite, on peut le guider, le soutenir, l'accompagner en lui posant des questions, pas en lui disant comment faire, en le faisant réfléchir pour qui est sa solution. Ah, le traîneau de bûche est trop lourd pour aller faire chauffer ta pomme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben oui, va demander à ton ami Tom, c'est vraiment une bonne idée, on va coopérer. Donc, même s'ils ne sont pas capables de créer des jeux de coopération complexes, comme nous montrait Suzanne, qui arrive dans la dernière étape de création de jeux, mais ils sont quand même capables de coopérer et on veut qu'ils coopèrent ensemble. La branche est trop grande, on veut l'apporter pour se faire un camp, solidifier notre camp. Bon, ben à 2, à 3, on coopère, on l'apporte. Donc, on aide l'enfant à trouver des stratégies, puis plus il est petit, moins il y a un grand répertoire de possibilités de stratégies. Mais si on le guide avec son niveau de réflexion, assurément, on l'amène vers une meilleure possibilité de création de jeu. Et là, ensuite, on peut aller dans un jeu semi-structuré. Donc, imaginons on est dans un contexte ici, dans ce terrain de jeu-là, avec des accessoires comme ça. Mais l'adulte est dans une posture où il doit un peu structurer son jeu parce qu'il est dans un sport, par exemple, ou une activité municipale, ou etc. Donc, l'adulte peut donner une consigne globale, mais tout le reste est complètement libre. Donc, je donne un exemple tantôt, comme par exemple le jeu du pirate ou Sauvons les œufs du dinosaure. Et finalement, ben là, il y a les typiques là, jeux de plus structurés, mais là, encore une fois, on peut avoir plein, plein, plein de nuances. Donc, vous avez le pouvoir d'avoir un gradient que vous choisissez où vous jouez. Pour diminuer la structure, vous pouvez choisir les éléments qui sont disponibles pour jouer, pour réduire le côté structure, et aussi votre approche qui peut vous aider à diminuer le côté structuré. Donc, c'est un peu l'approche des activations. Donc, c'est flexible, vous l'adaptez à votre milieu, mais imaginez des enfants bouger dans ces contextes-là versus un contexte de module de jeu typique pour faire la sortie au parc, par exemple. Si vous y prêtez attention, vous pouvez observer certains signes. Elle a des difficultés avec sa motricité globale lorsqu'elle fait du vélo, qu'elle botte un ballon
ou qu'elle saute. Elle a des difficultés avec sa motricité fine lorsqu'elle prend une balle, qu'elle attache ses lacets ou qu'elle utilise des ciseaux. Elle a des difficultés avec son équilibre et sa posture lorsqu'elle se tient sur une jambe, qu'elle lance un ballon ou qu'elle chute souvent sans raison apparente. En général, Dominique sera plus lente que les autres enfants à initier et à exécuter les mouvements lors de ses tâches. Elle sera aussi moins fluide lorsqu'elle doit enchaîner plusieurs mouvements ou réaliser plusieurs actions simultanément. Maintenant que vous comprenez mieux les difficultés motrices, mettez-vous à la place de Dominique qui cumule quotidiennement des échecs lorsqu'elle participe aux activités avec ses amis. Dominique grandit, commence l'école, regarde les autres enfants bouger et se perçoit rapidement comme moins compétente qu'eux. C'est donc normal que Dominique ait peu de motivation pour participer aux activités physiques. Donc, particulièrement, l'approche désactivation permet de soutenir Dominique pour qu'elle puisse participer et développer une bonne perception de ses compétences et une bonne littératie physique. Donc, comment? C'est le cadre théorique qui se cache un peu derrière la littératie physique. Pour être motivé et pour participer, en fait, il faut que l'enfant ait ses besoins de base de combler. Donc, on vous a parlé beaucoup de la compétence ici, mais là, je vous approche sur la théorie de l'autodétermination et je vous promets, c'est le seul cadre théorique que je vous présente, mais ça vous permet de comprendre encore plus pourquoi il y a le nouveau gradient et aussi les jeux que je vais vous présenter sont très clés en main. On peut jouer facilement, l'adapter facilement dans vos contextes d'éducation dans lesquels vous êtes avec les enfants ou dans les contextes de jeux, de sport, d'activité physique. Mais voilà, mais c'est facile à adapter, mais il faut comprendre les besoins psychologiques fondamentaux qui sont derrière, qui soutiennent la motivation à participer. Donc, souvent, nos jeunes qui vont être sédentaires vont être dans cette zone-là ici, vont être complètement motivés ou plusieurs des enfants vont être motivés, mais parce que leurs parents les ont inscrits. Ils vont être motivés, ils participent, mais pour ne pas avoir de punition, ou pour avoir un collant ou une médaille. Mais ultimement, ils ne le font pas parce qu'ils ont le goût, parce qu'ils ont du plaisir et parce que c'est intrinsèque. Donc, la dernière, c'est que j'ai le goût de le faire parce que là, c'est inconscient, c'est implicite, mais c'est cohérent avec mes goûts, avec mes valeurs. Je me sens bien quand je suis là, j'ai le goût de le faire, je me sens compétent. Donc, pour arriver à l'autodétermination, si on est capable de soutenir l'appartenance, donc la compétence et l'autonomie, les jeunes vont être motivés à bouger. Et comment on fait pour soutenir ça? Je vous donne des mots-clés. Quand on est dans l'autonomie, en fait, on veut que le jeune ait des connaissances. En lui posant des questions, comment on peut faire pour amener le traîneau de bûche? Comment on peut faire pour construire une passerelle pour sauver notre trésor du feu? Bien, on réfléchit, on trouve des stratégies, on développe des compétences. Tantôt, avec tout le petit train de chambre à air pour glisser, ce qu'elle nous nommait clairement, c'est que les enfants ils ont développé une expertise. Bien, ça en est des connaissances. Quand ils vont aller dans leur milieu familial, dans une fête de famille ou dans la ruelle, bien, ils ont déjà une connaissance pour être capables de faire des activités motrices qui fonctionnent. Donc, ils vont les répéter, ils vont être beaucoup plus connaissants, donc ils vont pouvoir répliquer et continuer de se pratiquer à l'extérieur de notre contexte de jeu. Mais aussi, l'autonomie, c'est au-delà d'être capable d'attacher nos souliers comme il faut, mettre le pied droit avec le soulier droit, c'est aussi de faire des choix, de se sentir au milieu, d'être un acteur de notre vie, parce que souvent, les jeunes enfants, jusqu'au milieu du primaire, c'est souvent les parents, OK, on va à l'école, OK, on embarque dans l'auto, OK, on déjeune, OK, tu manges des céréales, OK, tu mets ton pantalon bleu. On peut aller loin dans toute leur vie est dictée par l'extérieur. Donc, juste de leur laisser des choix, ils vont faire des choix, ils vont développer de l'autonomie. Je fais ce choix-là, j'apprends dans ce choix-là, mais aussi, je fais ce choix-là dans lequel je me sens compétent et je suis capable de me réaliser. Donc, l'autonomie, ça permet aussi le choix de soutenir l'autonomie, mais aussi la perception des compétences. Donc, en deuxième, l'appartenance. Donc, il faut créer des activités qui essaient de créer des liens, qui essaient de créer des coopérations entre les enfants et non deux équipes le plus vite. Si on est le plus vite, déjà là, on vient de stigmatiser les moins rapides et aussi, on vient de créer une équipe gagnante, une équipe perdante. Donc, oui, il faut développer ces habitudes, cette attitude-là de gagner, de perdre, etc. Mais
pas nécessairement chez les tout-petits. Et le système actuel, il y a énormément d'offres de services de ce type-là. Donc, les enfants vont le développer, c'est sûr, mais on peut varier l'offre de services pour que les enfants puissent développer aussi cette expertise-là de collaborer, de créer, d'être tous unis vers un même objectif qui est, par exemple, de transporter les pièces d'or, de transporter les œuvres de dinosaures. Peu importe la vitesse de chacun, le rythme de chacun, chacun contribue à la hauteur de ce qui est capable, sans stress de performance, sans stress d'être jugé par ses pairs et de se sentir incompétent. Donc, on veut tout le monde ensemble pour réaliser, c'est ça notre réussite. Mais on peut être notre groupe contre un autre groupe. On peut être aussi notre groupe contre un animateur qui est le méchant pirate qui va ramener les pièces d'or à son bateau. Donc, on est tous unis ensemble, mais il y a différents contextes de compétition qu'on peut faire, que ce n'est pas nécessairement les enfants qui sont en compétition un de l'autre. Pour le sentiment de compétence, avec la nature, le plein air, mais aussi tout ce qu'on a vu à aller le plus possible vers la tendance libre ou semi-structurée, ça nous permet d'adapter l'environnement. Ça nous permet aussi de laisser les enfants se pratiquer dans des contextes variés pour que, ultimement, ils se sentent comme ça. On veut que nos jeunes partent comme ça de notre séance, de notre journée. On veut combler leur sentiment de compétence, puisque, je vous rappelle, c'est l'élément critique qui fait en sorte que la trajectoire va vers un mode de vie actif comparativement à un mode de vie sédentaire. Et ça se maintient jusqu'à l'âge adulte. Donc, les tout-petits, c'est la période critique pour le développement, mais aussi c'est une période critique pour l'adoption de comportements actifs. Donc, s'ils ont du plaisir, on a beaucoup plus de chances que les enfants perdurent cette activité-là et on veut éviter la stigmatisation, comme je vous disais tantôt, donc l'identification des plus faibles, mais aussi la ségrégation. Vous remarquerez, souvent, les jeunes vont avoir tendance à se regrouper avec des jeunes qui ont les mêmes habiletés qu'eux. Donc là, on devient avec les plus faibles ensemble et les plus forts ensemble. Quand on fait des types de jeux de compétition, etc., ou quand on fait des jeux typiques là, qui sont souvent faits, nous, on le fait quand on était jeune, donc on le refait, on le reproduit. Dans ces types de jeux-là, souvent, là, ça va être une ségrégation. Ou quand, ce qu'on observe aussi, puis la littérature aussi internationale, lorsqu'on regarde des jeunes dans des modules de jeu, ils vont se regrouper en fonction des habiletés motrices. Les plus faibles vont se regrouper ensemble, les plus habiles vont se regrouper ensemble. Donc, déjà là, même si on ne les met pas en compétition, juste de les mettre dans des contextes structurés, on a une exclusion des jeunes. Donc, il y a des préjudices, en fait, qui sont faits juste par comment l'environnement est aménagé. Donc, concrètement, comment on fait? Tu me dis jusqu'à quelle heure, Tommy? Je suis dans le 5 minutes. Parfait. Donc, comment on fait concrètement pour aider nos jeunes? Vous avez plein de bonnes pratiques depuis le début de la conférence. Et là, je vous amène des jeux qui supportent l'approche désactivation. Donc, les jeux que vous avez vus avant supportent aussi l'approche. Donc, les mots-clés à retenir à la maison, c'est que ça soit modulable. Donc, que ça soit facilement, on peut construire, déconstruire, déplacer, trouver des stratégies, être multifonction. Multifonction, je vous rappelle, par exemple, j'ai une pyramide avec des planches, je peux grimper, ça peut me faire une cachette, etc., versus un module de jeu typique où je peux juste descendre, glisser, monter. Donc, grimper, glisser versus un module où est-ce que je peux faire plein d'autres activités en plus de créer des activités. Deuxième point à retenir à la maison, modulable. Et le deuxième point, stimulation motrice et sociale. Donc, on veut essayer d'avoir une variété. Ce mot-là a été pris dans toutes les conférences et c'est un autre mot important. C'est bien d'avoir un environnement, mais si on est toujours dans ce même environnement-là et que le parent ne va pas dans d'autres environnements, même s'il est très riche, cet environnement-là, l'enfant il est pendant 5 ans dans le même environnement. Donc, il faut varier le plus possible l'exposition des enfants et les laisser explorer ces différents environnements-là pour qu'ils s'améliorent, qu'ils se développent, qu'ils coopèrent et qu'ils puissent faire des choix pour développer leurs connaissances et se sentir là, inclus. Donc là, je vous montre un exemple d'aménagement qui est très atypique, qui est très enrichissant. Donc, c'est un milieu naturel artificiel, on peut dire ça. Donc, il y a des milieux naturels riches qui sont les milieux typiques là, dans les forêts.
Mais des fois, la forêt n'est pas accessible, donc on peut reproduire des bienfaits de nature dans les différents environnements pour essayer de solliciter les jeunes dans les milieux urbains. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en jeu libre dehors dans ces milieux-là? Bien, on peut bouger pour être actif. Là, on laisse l'enfant créer ses propres jeux. On peut, la consigne globale, dans un contexte de jeu très libre, ça peut être OK, on fait des constructions. Donc, après ça, l'enfant choisit des châteaux, des ponts, etc. OK, on va pouvoir bouger pour imaginer. On donne un mot-clé que les enfants choisissent. Par exemple, OK, super-héros, extraterrestre, dinosaure. Et ce mot-clé-là, après ça, ça peut aider à créer un monde, un univers d'exploration, de mouvement, de créativité. Ensuite, on analyse. Ça peut être le mot-clé les insectes, ça peut être les feuilles, ça peut être les copeaux de bois. Donc, peu importe, on peut bouger pour analyser et aussi on peut bouger pour explorer. Donc là, on peut partir dans des mondes plus ludiques, sur la forêt enchantée ou dans l'espace. C'est incroyable, c'est un monde infini. Donc, on peut bouger pour explorer. Donc, encore une fois, je vous rappelle comment on fait maintenant pour éviter la ségrégation et la stigmatisation. Ça va me faire plaisir de vous donner. Je vois des gens prendre des photos, là, ça me fait plaisir de vous donner la présentation là, pour que vous l'ayez à la maison. Donc, on évite les randonnées. Quand on veut faire des jeux un petit peu plus structurés ou faire des jeux plus animés, on évite les randonnions, c'est-à-dire un en arrière de l'autre, que tout le monde voit l'enfant faire son comportement moteur. Ça, on essaie d'éviter ça le plus possible parce que ça diminue la motivation. Les jeunes ne se sentent pas compétents, sont super stressés avant même de bouger parce qu'ils savent que tous les autres vont le voir. Ils ne vont pas assez vite. Là, vite, 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 c'est à mon tour. Donc, imaginons un enfant qui a des défis moteurs. Ce contexte-là, il est hyper amotivant pour lui. Et ici, même chose, souvent, on va avoir tendance, OK, on fait des parcours moteurs, c'est une bonne chose, mais souvent, ils sont placés en ligne. Donc, imaginons que Dominique est ici et que là, ici, tu as mis un petit TDAH, mais un HHH très, très hyperactif. Puis lui, là, il a le goût de bouger. Là. Ça fait longtemps qu'il est assis. Puis là, son activité de bricolage, il est tanné, il veut partir et bouger vite, vite. Mais là, lui, là, rapidement, il va arriver dans le dos de Dominique. Puis, allez, Dominique, vas-y, vas-y, plus vite, allez. Mais là, ça fait une stigmatisation par comment le parcours est fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de faire des parcours de ce type-là ou ce type-là? C'est juste de faire des parcours avec des raccourcis, avec des branches. On n'est pas obligé de tourner, on peut juste se promener dans différents parcours et explorer. Et qui plus est, si les enfants créent le parcours, je vais créer des parcours dans lesquels je me sens compétent, dans lesquels je vais me sentir bon. Et là, oups, finalement, je suis meilleure que je pensais. Oh, je vais aller explorer celui-là. Ah, je vais explorer celui-là, mais personne ne peut le voir. Il ne sait pas qui arrive quand, qui va plus vite que qui, parce que ce n'est pas fait pour voir ça. Donc, dès qu'on élimine cet aspect-là, puis les jeunes enfants sont assez naïfs aussi, là. Ils ne savent pas encore tous les éléments que nous, on voit avec nos yeux au niveau de la compétition. Qu'est-ce qui est plus dur, qu'est-ce qui est plus facile? Eux, ils bougent, puis c'est tout, là. Donc, il y a moyen d'éviter cette stigmatisation-là et cette ségrégation-là, juste par comment les jeux sont conçus. Donc, je vous ramène à l'approche des activations là, avec le paradigme que je vous ai présenté tantôt. On veut éviter les courses que tout le monde part sur une ligne de départ. Pourquoi toutes les activités débutent sur une ligne de départ? Vous perdez la moitié de l'intérêt, de la moitié des jeunes, vous perdez leur intérêt. Vous remarquerez quand vous allez dans les sports, là, les enfants, par exemple au soccer, etc. OK, on se réchauffe, tout le monde sur la ligne de départ. La moitié font Ah non, pas encore. Même chose au baseball, là, j'ai nommé le soccer, mais j'ai vu ça dans tous les contextes. Pourtant, c'est des jeunes qui sont là, qui aiment bouger, là, puis on vient de perdre leur intérêt à la première seconde de jeu. Si on a des départs aléatoires, je vous le garantis que tout le monde court, mais il n'y a personne qui sait qui va plus vite que qui. Parce qu'en mettant sur une ligne de départ, même si on dit c'est juste pour se réchauffer, c'est pas une course, nos experts moteurs, ils partent comme des bombes, ils explosent. Puis là, tous les autres ne se sentent pas compétents puis ils n'ont pas le goût. Donc, c'est simple, on fait juste faire un départ aléatoire au lieu d'un départ sur une ligne. On vient complètement d'inverser cette perception-là et tout le monde court et on atteint notre objectif. Et aussi, on peut les faire courir dans des trajectoires de leur choix. On peut leur faire faire des flèches. Donc, il y a encore une fois 1000 possibilités.
Mais on essaie d'avoir 2-3 trajets au choix et départ aléatoire. Les ballons. Les ballons, là, ça, c'est une des choses que les enfants me rapportent le plus, c'est qu'ils ont peur des ballons. Pourquoi ils ont peur des ballons? Parce qu'ils ne sont pas assez vite pour recevoir les ballons, ils ne sont pas assez vite pour les éviter, puis ils ont eu plusieurs commotions cérébrales à cause des ballons. Ce n'est pas de la. C'est un bagage, une affordance qui fait en sorte qu'on essaie d'éviter les ballons. Ça fait mal, ça va vite et les tout-petits ne sont pas habiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut jouer au ballon. Il faut apprendre à attraper, à lancer, etc. Mais il faut aussi penser aux jeunes qui sont moins habiles. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une zone où est-ce qu'il y a beaucoup de lancers? Il y a des zones où est-ce qu'il y a des attrapés, mais qu'il y a peu de chances de le recevoir sur la tête. Il faut trouver des stratégies de jeu. J'en ai proposé quelques-unes, puis là, il y en a plein d'autres qu'on peut faire, mais le ballon plus mou, comme ceux qui ont été avec Champion pour la vie. Suzanne, si tu peux l'envoyer. Donc, ici, c'est un ballon qui est mou. Donc, moi, j'ai de la difficulté à lancer. Bien, je suis capable de peser dessus pour avoir une meilleure grippe. Il colle dans ma main. Donc, déjà là, c'est beaucoup moins difficile. Il est petit, il est plus facile à manipuler. Si je le reçois, il est mou. Je ne sais pas si vous entendez, là, mais il y a vraiment une absorption de la force. Donc, ça fait beaucoup moins mal de recevoir un ballon comme ça. Donc, il y a le type de ballon, il y a le type d'activité qu'on peut faire. Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être mis en place pour essayer d'éviter ça. Mais les éléments que je vous rapporte comme ça, c'est les éléments qui ont ressorti dans nos recherches, dans nos observations et dans nos entretiens avec les jeunes qui ont des défis. On essaie finalement d'éviter l'approche militaire. On fait ça, OK, 8 fois de plus. Donc, ça fait mal, c'est pas grave, no pain, no gain. C'est des petits, on n'est pas avec des athlètes, là. Donc, des fois, on va juste reprendre ce qu'on fait avec les adultes, puis on l'applique aux jeunes enfants, mais ce n'est pas des petits adultes, c'est des enfants. Donc, on essaie, ça, c'est ce que j'observe là, sur le terrain, donc je le rapporte. On essaie d'éviter le plus possible là, de dicter chaque action motrice qui sont faites. On essaie de les laisser un peu choisir, de leur proposer différentes options, puis surtout d'éviter les punitions physiques. C'est-à-dire, le dernier arrivé doit faire 15 push-ups devant toutes les autres. Ça, là, j'espère que c'est à proscrire complètement, mais c'est encore une pratique parce que nous, on l'a vécu quand on était jeunes. Donc, souvent, il y a des parents qui vont, ou des parents ou des entraîneurs qui vont le refaire. Et aussi, OK, on fait la planche, mais le premier qui met pendant 1 minute, mais s'il y a quelqu'un qui met son genou au sol à 20 minutes, on ajoute 15 secondes à tout le monde. Ah, Dominique, tu as mis ton genou à terre, tout le monde, 15 secondes de plus. Ah non, Dominique, je t'en ai, ah! Donc, vous voyez, les jeunes, on peut faire des activités qui vont solliciter les mêmes muscles, les mêmes qualités musculaires, les mêmes qualités cardiovasculaires, mais en étant ludiques, moins militaires. Donc, on tente d'aller vers une approche un peu plus libre, semi-structurée que structurée. Et finalement, on utilise les différentes opportunités. Donc, le ballon, si vous présentez un ballon de basketball à Dominique, elle n'est pas habile avec le ballon de basket, elle n'a pas le goût d'aller jouer au basket. Mais si tu lui présentes une branche qui n'a pas d'affordance, qui n'a pas d'expérience négative, elle va avoir le goût de jouer. Après ça, on peut, en l'améliorant ses habiletés, explorer le ballon. Donc, n'oubliez pas toute l'expérience qui est liée à l'objet. Et la variété, encore une fois, revient puisqu'il faut explorer et prendre le temps d'explorer différents objets. Donc, je vous donne 2 petits jeux simples que vous pouvez adapter selon votre milieu. Imaginons qu'on fait une activité de motricité fine de bricolage. Donc, on fait des œufs de dinosaures dans nos CPE, dans nos garderies, milieu familial. On crée différents nids de dinosaures et ensuite, on présente différentes façons de se déplacer comme dinosaures. Et là, l'objectif, c'est de sauver les œufs de dinosaures de l'explosion. Et là, pour transporter ton œuf de dinosaure, tu choisis la façon de te déplacer. Et à chaque fois, tu es un nouveau dinosaure. Donc, ça, c'est un nouveau dinosaure. Ça, c'est quand ils font quelques fois. Puis là, on leur dit, tu peux choisir un nouveau dinosaure. Donc, pas toutes les consignes au début. Ça permet de maintenir le jeu. Puis là, on peut rajouter des petits défis. Hey, on a des plus gros œufs de dinosaures. Il peut avoir un méchant dinosaure ou un méchant pirate qui rapporte les œufs
Donc, ça peut être un enfant qui a le goût de jouer ce rôle-là ou un animateur, etc. Donc là, on augmente l'intensité. Ça fait quelques minutes qu'on joue. On augmente l'intensité. On vient de donner un challenge supplémentaire. Et là, les enfants vont courir plus vite. Mais encore une fois, on départ aléatoire. Quand le jeu il commence, on se met où on veut sur le terrain. Et encore une fois, on peut se faire un parcours de jungle avec les différents accessoires non structurés, les boîtes, etc., les tuyaux qu'on a. Et c'est les enfants qui créent le parcours. Donc là, on a un niveau supplémentaire de stimulation motrice. Donc, imaginons un cabanon, là, c'est sûr, les 2 ans, quand ils mettent les choses dans leur bouche, c'est peut-être pas la meilleure approche pour le recyclage, sauf si vous avez beaucoup de temps pour nettoyer les choses. Donc, ça, c'est juste des éléments de recyclage, pardon. On a fait ça dans un camp de jour avec les 4-5 ans dans les milieux vulnérables. Il y a ce projet-là qui est le cabanon des activations. Donc, c'est toute l'approche que je vous ai nommée, mais basée avec un milieu plus concret. Donc, on peut faire des jeux libres avec ça, des jeux semi-structurés comme le jeu du dinosaure. Et puis, on a gagné le prix de l'Association des camps du Québec. Donc, si jamais vous voulez, ça aussi, là, c'est disponible. Il y a 1000 façons, adaptez-le à votre environnement. Si vous n'avez pas accès à la nature, bien, il y a moyen de déstructurer votre cours d'école ou votre milieu de jeu ou d'augmenter simplement la variété des objets disponibles. Puis ça, il y a une rotation. Il y a différents milieux. C'est juste le dernier ici, les cordes, les rubans, ça, dans les CPE, c'est à éviter. Donc, il y a moyen d'avoir des grosses cordes qui sont attachées, par exemple, d'un bout à l'autre. Et là, les enfants peuvent utiliser les cordes sans avoir des cordes libres là, de ce niveau-là. Donc, c'est de l'adapter à chaque groupe d'âge puis aux normes là, qui sont dans les différents milieux de jeu. Donc, c'est la même chose avec par exemple, même principe que les dinosaures, c'est juste que là, il faudrait sauver un trésor. Un trésor dans le camp. Donc, je peux vous montrer concrètement qu'est-ce que ça a fait. Là, on avait différents niveaux d'inclinaison, différentes textures. Les jeunes se sont créés différents parcours avec des petits rondins ici, avec différents morceaux de 2 par 4. Ils ont essayé aussi de sauver le volcan avec de l'eau pour éteindre la plateforme. Donc, on a nos ingénieurs qui ont créé ça et on avait des jeunes qui transportaient de l'eau à travers les différents parcours. Donc, c'est simple, ça ne coûte rien. Puis, les jeunes peuvent se sentir inclus. Donc, Véronique, comme je vous disais, va vous présenter tous les documents qu'on a fait là en open source et pour les parents pour être capables de. Puis dans Pep ton jeu aussi, il y a des jeux avec une collection de désactivations que vous pouvez aller chercher, télécharger gratuitement, qu'on va continuer d'enrichir là, avec le temps. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et merci surtout de faire ce que vous faites pour les enfants. Vous êtes tous des acteurs précieux dans le développement de la relève.